Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Pour ce hors-série, c'est la deuxième partie d'Heinrich Himmler, donc de 1933 à 1945. Et comme pour Göring, il y aura un trou de 1939 à 1945 parce que nous parlerons de cette période dans la chronologie d'Hitler. Petit rappel chronologique, la partie 1 c'était de 1900 à 1933 et là nous sommes arrivés au moment où Hitler devient chancelier et nous sommes les mois juste après. Pour commencer, Heinrich Himmler profite pour créer son club. Le club se nommera les Amis du Reichsführer SS. Tout simplement, le club, dont les membres sont choisis par Heinrich Himmler lui-même, sont des riches et des hommes influents allemands. Par exemple, des banquiers, des industriels, des assureurs, etc. L'avantage pour Heinrich Himmler, c'est qu'il a auprès de lui des gens puissants. Donc, s'il lui faut de l'argent, des véhicules, etc., les avoir dans son entourage peut avoir des avantages. Et également, l'avantage pour ces gros riches, c'est que s'ils ont besoin d'une autorisation ou quoi que ce soit, le fait d'avoir Heinrich Himmler en ami, cela peut ouvrir des portes. Donc cela arrange tout le monde. Le 9 mars 1933, le général von Epp est nommé commissaire du Reich de Bavière. Le soir même, von Epp nomme Heinrich Himmler chef de la police de Munich. Et le 12 mars, Heinrich Himmler confie la police politique à Heydrich. Le 15 mars, Heinrich Himmler se voit confier le contrôle de la police politique de toute la région de Bavière. Il profitera pour intégrer 1 millier de SS dans la police auxiliaire. Le 1er avril, il deviendra commandant de la police politique. Heinrich Himmler profitera pour prendre sous son autorité les camps de concentration de sa région. Il confiera le poste de directeur de la police, le SA Obergruppenführer August Schneider-Huber. Cette nomination donne à Himmler le contrôle des SA engagés dans la police auxiliaire et évite ainsi les embrouilles entre les SA et les SS. Les SA ayant investi toute l'administration bavaroise, c'est mieux de les avoir dans sa poche. Donc particularité d'Heinrich Himmler également, il n'hésitera pas à donner des postes importants à des SA ou encore à des policiers, etc. Comme ça, il est sûr d'avoir les gens sous son contrôle et que la situation ne lui échappe pas des mains. Vers la fin de l'année 1933, Heinrich Himmler s'intéresse à la police politique des autres régions, tout en évitant la Prusse qui est tenue par Göring. Heinrich Himmler arrivera à ses fins en confiant des rôles clés à des personnes de confiance ou en offrant un grade dans la SS à d'autres. Ces responsables ne pensaient pas donner le pouvoir à Himmler, mais en tant que SS, ils se sentaient protégés contre les SA, qui étaient plutôt instables et pouvaient être dangereux. La SS étant disciplinée d'une fidélité inébranlable envers le parti. Comme dit, là Himmler donne des grades de SS parce qu'il y a plusieurs grades dans la SS et il y a un grade honorifique. Donc la personne est SS, mais il ne peut pas porter l'uniforme. D'autres SS peuvent porter l'uniforme que quand il y a des fêtes et cérémonies, et d'autres SS peuvent porter la tenue tout le temps. Heinrich Himmler profita pour intégrer ses agents de la police politique dans le SD, ce qui constitua un réseau d'agents dans une grande partie de l'Allemagne. Par exemple, dans la région de Hambourg, la police politique sur place est à l'image des SE, indisciplinée, violente, et son chef change souvent. Le Gauleiter de la région est proche d'Himmler et demande à Himmler d'intervenir. Donc, le but est de mettre des SS dans cette police politique parce qu'ils sont disciplinés. C'est une des techniques d'Himmler. Il fait nommer une de ses connaissances maire d'une ville, par exemple, et il le gratifie d'un grade élevé dans la SS.
le maire demande l'aide d'Heinrich Himmler pour s'occuper de la police politique instable de sa ville, et Himmler en profite pour mettre un de ses proches collaborateurs SS chef de la police politique. Et le fait est que les chefs des partis des régions se félicitent que la police politique locale est dirigée par les hautes autorités de la SS. Encore une fois, la discipline et le sérieux de la SS fait parler d'elle. Et par la même occasion, les gardiens de camp des régions prises par les proches d'Heinrich Himmler seront subordonnés à la police politique. Ce qui veut dire que les SS commencent à avoir la mainmise sur les camps de concentration. Donc, résumé, peut-être que je n'ai pas été assez clair, Heinrich Himmler essaye de mettre un de ses proches collaborateurs à un poste important, comme maire ou Gauleiter. Il lui gratifie un grade SS. Cette personne constate que les SA ou que les policiers font n'importe quoi, et il demande l'aide d'Heinrich Himmler et de sa SS. Heinrich Himmler fait que la police politique soit prise en charge par un SS, et une fois que la police politique est prise, les camps de concentration reviennent au SS. Et les chefs des régions sont contents de la SS qui est disciplinée. Heinrich Himmler gagne les polices politiques région par région, et les régions justement voisines, voyant cela, les gens, même s'ils ne sont pas proches d'Himmler, demandent à ce que les SS s'occupent de leur police politique, ou d'autres pour être proches d'Heinrich Himmler et de pouvoir avoir ses faveurs. Et d'autres encore, ils sont contents de ne pas s'occuper de ça, alors ils refilent le bébé à la SS. Et d'autres par imitation des régions voisines. Donc Heinrich Himmler commence à prendre le contrôle de toutes les polices politiques du pays, sauf de la Prusse, comme dit, celle-ci est tenue par Göring. Et d'après des échanges de lettres entre Gauleiter, il semblerait qu'Heinrich Himmler leur disait que le Führer voulait que toutes les polices politiques suivent la même doctrine que la police politique de la SS. Donc, pour faire plaisir à Hitler, certains Gauleiter donnent avec plaisir la police politique à la SS. Quand Heinrich Himmler s'aperçoit que la direction du parti de certaines régions bloque à donner leur police politique, Heinrich Himmler n'insiste pas et se retire pour éviter toute tension avec les autorités locales du parti. De plus, certains hauts dignitaires nazis apprécient Himmler parce qu'il n'interfère pas avec le pouvoir des chefs locaux, et il soumet également la police politique à leurs ordres. D'après les historiens, il n'y a aucune preuve comme quoi Heinrich Himmler voulait prendre toutes ces polices pour les unifier. Cela n'était pas initialement son objectif, il prenait ce qu'il pouvait prendre. Donc encore une fois, vous l'avez compris, Heinrich Himmler prend les régions qu'il peut prendre. Lorsqu'il ne peut pas les prendre, il s'abstient, il patiente, et dans les régions où il y a sa police politique SS, il les soumet aux ordres du Gauleiter. Donc il a tout pour plaire. C'est ce qui fait aussi que certains hauts dignitaires nazis, comme Göring par exemple, ne se méfieront pas de Himmler, parce que pour eux, Himmler n'est qu'un exécutant. Il donne les ordres et il se soumet à l'autorité au-dessus de lui. Ce n'est que lorsqu'il a eu la main sur la police politique de Prusse qu'il put en faire un appareil unique. Le fait est que la police, dans sa globalité, appartient à Göring, qui est, comme vous le savez, à cette époque, ministre de l'Intérieur de Prusse, et Göring a mis à sa tête le SS Kurt Daluege. Bien que SS, Kurt Daluege est indépendant des autorités SS, il n'est pas sous les ordres d'Himmler, mais bien de Göring. Et comme vous le savez également, dans la région de Prusse, il y a la célèbre Gestapo, qui est elle-même mise en place par Göring. Et dans la Gestapo, il y a des hommes d'Himmler. Les SS sur place décidèrent de recruter les membres de la Gestapo dans la SS. Et Göring accepta. Donc n'oubliez pas, je vous l'avais dit, dans la chronologie d'Hitler, Göring recrute pour sa Gestapo des policiers, des affaires criminelles, des anciens policiers de la police d'État, ainsi que des SA pour jouer les gros bras. Et les SS, comme dit, recrutent ces personnes dans la SS. En juin 1933,
Heinrich Himmler devient commissaire de la police politique auxiliaire de Prusse. Et en été 1903, Hitler proclame la fin de la révolution nationale socialiste. Et Göring réduit le nombre de policiers auxiliaires SS. En octobre, les policiers auxiliaires SS libérés sont déployés dans les camps de concentration de Prusse. Camps officiellement sous l'autorité de l'État. Donc là, je parle toujours de la région de Prusse. Dans les camps, il y a beaucoup de violence et de morts. Donc, il y a des régions où c'est les SS qui prennent officiellement le camp, d'autres des SA. Le 20 avril 1934, Heinrich Himmler est nommé inspecteur de la police secrète de l'État en Prusse. Himmler est également le chef de toutes les polices politiques d'Allemagne, sauf de 2 régions qu'il obtiendra par la suite. Comme dit précédemment, Heinrich Himmler gratte petit à petit jusqu'à obtenir toute l'Allemagne. Heinrich Himmler est nommé justement à ce poste en Prusse pour plusieurs raisons. Göring et Frick luttent contre l'internement abusif dans les camps. En proposant à ce poste Heinrich Himmler, il pense qu'il va pouvoir gérer les arrestations. De plus, les SS dans les camps tenus par l'État sont intenables, alors que si ils sont sous le commandement SS, ils vont être cadrés. De 2, la SS est plus fiable que la SA. Et de 3, Heinrich Himmler a la faculté de se subordonner à Göring. Comme dit précédemment, Göring pense pouvoir faire ce qu'il veut d'Himmler. Le 30 juin 1934, c'est la nuit des longs couteaux. J'y reviendrai plus précisément dans la chronologie d'Hitler, mais il faut savoir que Himmler jouera un rôle important lors de cette journée, et il dira que cette journée, c'est la journée la plus dure que puisse vivre un soldat. Devoir tirer sur ses propres camarades, aux côtés desquels on s'est battu parfois 8 ou 10 ans, au nom d'un même idéal, mais qui ont failli, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un homme. Donc, comme Hitler, il a très mal vécu cette journée, mais bon, en bon soldat, il a obéi. Le 20 juillet 1934, Hitler décrète que compte tenu des grands services dont s'est acquittée la SS, nous parlons là de la nuit des longs couteaux, la SS est indépendante de la SA. Heinrich Himmler n'est plus subordonné au SA, il est le chef ultime de la SS, et à la date de la nuit des longs couteaux, les camps de concentration dépendent entièrement des SS. Heinrich Himmler a alors le champ libre pour développer la SS comme il l'entend, et pourquoi pas la transformer en une armée. Dès septembre 1934, Heinrich demande à ce que l'armée allemande accepte les SS pour le service militaire. L'armée, voyant ça d'un mauvais œil, Heinrich leur explique que c'est pour raffermir son côté élitiste et non en faire une unité parallèle à l'armée. Certes, l'armée a accepté que certaines unités SS soient armées pour éventuellement intervenir en cas de putsch. Certes, l'armée a accepté qu'une unité du génie et de reconnaissance SS soit formée, mais lorsqu'Heinrich demandera également sa propre artillerie, l'armée refusera. Hitler lui-même interviendra pour calmer les ardeurs d'Himmler en disant que la SS deviendra opérationnelle et équipée en conséquence qu'en temps de guerre. Il faut savoir par la suite, pour information, que pendant la guerre, Himmler demandera également à ce que une aviation soit SS. Donc qu'il y ait des avions et des pilotes pour la SS. Mais Hitler refusera également. Le 20 novembre 1934, Göring annonce que Himmler est nommé chef de la Gestapo, mais Göring se réserve le droit de superviser des affaires d'importance capitale et d'émettre des recommandations sur des cas particuliers. Pour la date, il y a des petits doutes, il y a plusieurs sons de cloche, mais j'ai retenu le 20 novembre 1934. Une fois la Gestapo en poche, Heinrich renforce le réseau d'espionnage en partenariat avec l'armée. Avant cela, ils étaient en opposition. Donc c'est bien la Gestapo et l'armée qui étaient en opposition et Himmler les rapprochera.
Cela est le fait aussi que pour l'année 1935, Wilhelm Canaris est devenu le chef du renseignement militaire et ce Wilhelm Canaris est déjà en relation avec Heydrich, qui est lui le chef des renseignements SS. Donc cela a fait que le rapprochement s'est fait plus facilement que par avant. Donc la Gestapo et les renseignements militaires se partagent les tâches. La Gestapo est chargée du contre-espionnage dans l'industrie de l'armement, la protection des frontières et la surveillance des étrangers. Heinrich Himmler profitera par la même occasion pour renforcer les compétences de la police politique à la chasse des opposants politiques. Ce qui donne encore plus de pouvoir à Heinrich Himmler sur l'arrestation et l'internement des opposants, bien que les autorités de certaines régions continuent de se plaindre des arrestations arbitraires et des internements qui suivent. Frick menaça même Heinrich Himmler d'ouvrir une enquête contre lui pour détention illégale. Mais Heinrich Himmler, devenu tout-puissant, ne s'en occupera pas. Les nouvelles sur les mauvais traitements des prisonniers arrivent aux oreilles d'Hitler, mais la Gestapo dira à Hitler que cela sont des mensonges en faisant montrer des lettres d'anciens détenus qui disent que tout se passait bien dans les camps. Frick et Güttner, le ministre de la Justice, demanderont à Heinrich Himmler que les règles dans les camps soient claires et que les punitions soient encadrées et que les gardiens coupables de brutalité devaient être sanctionnés. De plus, Heinrich Himmler veut que la Gestapo soit encadrée par des lois, mais il veut que ce soit lui qui décide des lois. Mais cette proposition se heurta à plusieurs ministres qui refuseront. De plus, les ministres imposent que les détenus pourront bénéficier d'un avocat et qu'il n'est plus possible de détenir une personne pour une durée indéterminée. Himmler dira « Le peuple doit avoir la conviction que les autorités les plus justes, qui travaillent de la façon la plus utile, qui soient dans le nouvel État, sont celles de la police secrète d'État, tant redoutée. Le peuple doit se persuader que si quelqu'un est arrêté, c'est avec raison. Il doit se dire que dans tous les autres domaines où l'État n'est pas menacé, les membres de la police secrète sont des gens pétris de vertus humaines, des gens de cœur et justes. » Donc encore une fois, cela s'est passé parce que quand des policiers allemands ou de la police secrète allemande allaient arrêter quelqu'un, pour les gens, c'était tout à fait normal, c'est que cette personne avait quelque chose à se reprocher. Une petite parenthèse, lorsque nous avons eu notre état d'urgence en France, les policiers se sont lâchés et beaucoup de personnes se sont fait arrêter pour rien. Des fois, c'était même des erreurs d'adresse. Mais tout le monde, comme c'était l'état d'urgence et qu'il venait d'y avoir les attentats, tout le monde trouvait ça normal et tout le monde suspectait la personne arrêtée. Donc là, à cette époque, c'est le même délire. Pour cela, Heinrich Himmler invoque le danger communiste en expliquant qu'avec les règles de l'État, il ne viendrait jamais à bout du communisme. Mais Heinrich insista pour qu'il n'y ait pas de violence envers les communistes, sauf si le communiste arrêté pouvait donner des renseignements sur des rendez-vous, des cachettes, etc. Cela ouvre la porte à beaucoup de possibilités. En 1935, Himmler crée l'Ahnenerbe, qui signifie l'héritage des ancêtres. La société fut d'abord intégrée au secteur d'activité du bureau et du peuplement pour la race et le peuplement, et par la suite, la société sera rattachée directement à son état-major personnel. La société étudie la préhistoire germanique. Ils feront également des travaux dans le domaine de la généalogie et de la famille avec étude des blasons et emblèmes de maisonnée. La société étudie également les origines indo-européennes et finno-européennes. Himmler était fasciné par l'idée d'un mythe selon lequel une civilisation très développée aurait existé, preuve peut-être d'une race supérieure originelle, qui se serait déplacée pour éviter ou survivante du déluge. Himmler pensait aussi que cette race de seigneurs avait soumis les Finnois, les Égyptiens, les Chinois et les Japonais.
Himmler pensait également que les Germains et les Asiatiques avaient des ancêtres communs et il avait l'idée que les SS devraient un jour devenir des samouraïs allemands. Alors cette croyance vient de l'ordre de Thulé. Von Sebodendorf, le créateur de l'ordre, raconte qu'avant le déluge, sur la Terre, il y avait des peuples très intelligents, puissants, avec une technologie supérieure que nous ne retrouverons jamais. Ces peuples vivent dans plusieurs cités, sur des îles, comme l'Atlantide, Hyperborée, Thulé, Ultima Thule. Pour information, Pur Thulé et Ultima Thule, des Grecs en parlent vers 400 avant Jésus-Christ et des Byzantins en parlent vers 500 après Jésus-Christ. Les historiens disent que Thulé c'est l'Islande et Ultima Thule c'est le Groenland. Alors revenons au mythe. Les cités puissantes sont détruites, alors soit par une catastrophe naturelle, ou soit une guerre destructrice entre les cités. Quoi qu'il en soit, les survivants des cités se réfugient au Tibet, et leurs secrets sont cachés certainement sous l'Himalaya. Après, ces races de seigneurs sont partis coloniser l'Égypte, la Grèce, l'Europe, etc., tout en détruisant et soumettant les autres peuples. Et la svastika était leur symbole, et c'est pour cela que ce symbole est représenté dans de nombreuses civilisations à travers le monde. Von Sebodendorf dira que les Juifs ont falsifié l'histoire avec la Torah en disant que la naissance de la civilisation venait du Moyen-Orient alors qu'elle venait du Grand Nord. Himmler dira « Notre vieil et éternel ennemi, le Juif ». Mais au moment de la guerre, l'ennemi est l'Asiate, du continent asiatique. Un bloc asiatique bolchevique sous la direction des Juifs. Il rajoutera également que les Juifs se cachent dans la franc-maçonnerie et qu'elle a infiltré la hiérarchie du pouvoir chrétien, qu'ils sont responsables de la christianisation forcée des Saxons, de l'Inquisition espagnole, de la chasse aux sorcières, ainsi que de la guerre de 30 ans. Heinrich Himmler voit les Juifs derrière tous les événements historiques. Alors, beaucoup de gens peuvent trouver cette histoire étrange sur les mythes des peuples super développés d'avant notre époque, mais il faut savoir qu'au XIXe siècle, début XXe siècle, les chercheurs ne voyaient pas ces histoires bizarres parce que toutes les anciennes civilisations parlent d'un déluge avec des personnes venant de la mer qui sont super intelligentes et qui transmettent leur savoir. Donc, pour l'époque, pour les chercheurs, ces histoires tiennent debout et ils cherchent. Pour Lannenerbeux, dans l'ensemble, les recherches se portent sur l'histoire, la philologie, le folklore et les sciences naturelles. Les recherches des centres sont financées et reçoivent des autorisations pour procéder à des fouilles, comme des sites commerciaux du Moyen-Âge ou encore des sites vikings. Himmler s'intéresse particulièrement à l'époque de Charlemagne. Il reproche à Charlemagne d'être responsable de la christianisation des Germains et lui reproche également d'avoir massacré les Saxons et par la suite, les descendants de Charlemagne ont été enjuivés. Hitler dira de Charlemagne qu'il est l'unificateur historique de l'Empire avec le christianisme comme lien de cohésion entre les différents peuples et les tribus. En sachant cela, Himmler critiquera un peu moins Charlemagne, mais il dira toujours que Charlemagne a fait cela pour étendre son pouvoir politique. Il y aura également des fouilles à la recherche des ossements d'Henri Ier. Ce monarque mort sera l'occasion pour la SS de le célébrer lors d'une fête, la fête du roi Henri Ier, l'oiseleur. Chaque année d'avant-guerre, Himmler et les SS se rassemblent dans la crypte de la cathédrale de Quedlinbourg, où sont les ossements d'Henri Ier. Himmler vante Henri Ier comme le fondateur du Reich et qu'à cette époque, le Reich avait connu une prospérité et une puissance qui avaient rayonné dans le monde entier. De plus, Henri Ier
avait pris ses distances avec le christianisme. Il mettra également en avant Frédéric II et le duc de Saxe, Henri le Lion. Il prendra également en exemple l'ordre des chevaliers teutoniques qui, selon lui, ont été envoyés en Terre Sainte alors qu'ils étendaient leurs forces vers l'Est en occupant la Prusse orientale, leur course ayant été arrêtée à cause des guerres saintes et de leur envoi à Jérusalem. Donc entre parenthèses, cela est réel. Les chevaliers teutoniques s'étendaient beaucoup sur l'Est avant d'être envoyés en Terre Sainte, ce qui a freiné leur expansion à l'Est. Et Himmler dira « J'ai la ferme volonté de reprendre ce que cet ordre avait de bon, la bravoure, une fidélité sans faille à l'idée que l'on défend, la capacité d'organisation, l'expansion vers le lointain, l'expansion vers l'Est. » Hitler, dans le privé, reconnaissait que l'héritage des Germains ne l'intéressait pas particulièrement et qu'il considérait comme légèrement bizarre que l'on puisse s'en occuper avec autant de ferveur que le faisait Himmler. Hitler se servait des ancêtres germains comme un moyen de propagande, alors qu'Himmler y voyait un fondement d'une identité spécifique au SS. Donc revenons aux fouilles. Il y aura également des fouilles de paléontologie et des fouilles sur la Renaissance. Par la suite, les fouilles s'étendront à l'Italie, à la Grèce, au Proche-Orient et à l'Asie. Pour l'Asie, Himmler concentra les recherches sur le Tibet pour trouver des vestiges ratio-ariens. Il semblerait que la Neunerbe fut également utilisée pour fournir du matériel aux Tibétains pour qu'ils se soulèvent contre les troupes britanniques sur place. Mais sur cela, nous n'avons vraiment aucune preuve, c'est des suppositions. Après les expéditions au Tibet, Schaeffer, qui est le chef de l'expédition, voulut projeter un film sur l'expédition et par la suite écrire un livre. Mais Himmler refusera toute sortie officielle d'un film ou d'un livre. À savoir qu'Himmler refusera toute sortie de film ou de livre pour toutes les recherches tant qu'il n'y a pas de preuves sérieuses. Par la suite, Himmler voulut envoyer des expéditions de la Neunerbe en Amérique du Sud, mais la guerre l'en empêcha. Dans la Neunerbe, il y aura également un département d'astronomie. Donc Himmler croit en la théorie de la glace éternelle de Hans Horbiger. Je vous laisse aller voir par vous-même cette théorie. Et Himmler visa également d'installer après la guerre des observatoires sur chaque site SS. Il y aura également un département de climatologie, un de radiesthésie, donc c'est un procédé divinatoire avec la sensibilité des corps, un département de géologie, un de minéralogie, un de spéléologie, un de karstologie. Tout cela également pour chercher le mythe de la Terre creuse. Un département botanique, par exemple recherche de cultures de végétaux résistants à l'hiver pour les armées de l'Est. Je n'ai pas trouvé s'il y avait un département en zoologie, mais il y aura des recherches sur des élevages de chevaux des steppes pour l'armée de l'Est. Il y aura également des expériences sur des sujets humains pour toutes sortes de projets. Il y aura également des recherches sur le développement d'armes. Par exemple, en mai 1940, Himmler demande à Walter Wurst, directeur de la Neunerbe, de rechercher dans la culture nord-germanique des représentations de l'idée de l'éclair, de la foudre, du marteau de Thor, du marteau volant ou lancé, et aussi bien où le dieu est dépeint dans les sculptures avec une petite hache, d'où jaillissent des éclairs. Il fallait qu'il rassemble tous les indices graphiques, sculptures, écrits, etc., afin qu'il puisse être sûr qu'il ne s'agissait pas là du tonnerre et de l'éclair naturel, mais d'un instrument de guerre antique extrêmement développé de nos ancêtres qui présupposait avoir une connaissance fabuleuse de l'électricité. Et pour finir, il y a également une section de sciences occultes sous les ordres de Karl Willigot. 66 ans,
ancien colonel de l'armée austro-hongroise. Il affirmait être détenteur de la tradition d'un antique clan goth, remontant aux Acès, les dieux nordiques, et de plus héritier d'une lignée secrète de la royauté allemande, et qu'il était en mesure de rentrer en contact avec ses ancêtres. Il dira également que la création se décompose en 7 époques, 4 sont passées, et là ils sont à la 5e. Chaque époque se termine par une catastrophe terrestre, et les survivants s'assimilèrent aux êtres descendus du ciel, constituant une nouvelle race. Ceux Willigoth se droguent et consomment énormément d'alcool et de tabac. Début 1939, les délires d'Himmler sur l'occultisme prennent fin. Hitler est contre l'occultisme et de plus, Himmler découvre que Willigoth a séjourné 3 ans dans un hôpital psychiatrique. Willigoth doit quitter l'ASS, mais Himmler entretiendra toujours des relations avec lui. Les recherches de Lahdenerbeux ne seront jamais vraiment prises au sérieux par beaucoup de monde. Bien que Lahdenerbeux recrute dans les universités avec beaucoup de succès et qu'à sa tête il y a d'éminents spécialistes, Lahdenerbeux comprend également des amateurs et des charlatans. Himmler suivait les recherches de Lahdenerbeux avec un grand intérêt. Les découvertes sont diffusées dans la revue germanienne sous le titre de Cahier mensuel d'études germaniques pour la connaissance de l'âme allemande. Et il y avait également la revue Nordland. Lahdenerbeux sera également tristement célèbre pour le pillage d'objets du patrimoine et culturel des pays occupés lors de la guerre. Fin 1935, début 1936, Heinrich Himmler devient le chef de l'ensemble de la police. Donc il y a des divergences aussi sur la date, mais je pense que c'est comme quand il est devenu Reichsführer SS, il a dû prendre son poste un peu à l'avance et le devenir officiellement un peu plus tard. Donc ça se joue à quelques mois près. Encore une fois, chose que l'on sait très peu, c'est que les policiers auront un statut un peu comme l'ASS. Comme Himmler est le chef, ce sera le même pour tout le monde, en sachant qu'un policier qui est SS peut porter l'uniforme SS au travail. Petite précision, ce n'est pas comme l'armée, le SS soit peut être employé 24 heures sur 24 à son rôle de SS, s'il travaille dans le commandement ou dans certains bureaux, mais les SS en général ont un travail, en plus d'être dans la SS. Comme là, par exemple, un policier peut être SS, et le fait d'être SS et policier, il peut porter la tenue SS au travail. Mais cela n'empêche que c'est un policier. De 1936 à 1939, Himmler interviendra officieusement dans la politique nazie des provinces germanophones des pays étrangers, comme les Sudètes par exemple. À savoir que le parti nazi n'essaye pas d'imposer le nazisme dans ces régions. Si les groupes politiques des régions acceptent le nazisme, c'est bien, mais si les groupes ne sont pas intéressés, l'État nazi ne les force pas et maintient ces groupes comme alliés en mode l'État allemand s'occupe de vous et vous soutient. Heinrich Himmler, lui, fait infiltrer les groupes par des SS pour influencer les groupes vers le national-socialisme. Les SS se représentent comme protecteurs des Allemands d'origine dans les régions étrangères et forment des groupes d'autodéfense. Les actions d'Himmler, bien qu'officieuses, créent des tensions entre lui, Hermann Göring et Rudolf Hess. Mais Himmler a Joachim Ribbentrop dans sa poche, ce qui fait que ses actions passent crème auprès d'Hitler. Ribbentrop, rappelons-le, deviendra ministre des Affaires étrangères et il obtiendra d'Heinrich Himmler le grade d'Obergruppenführer dans la SS. De plus, Heinrich Himmler a réussi à faire rentrer des SS dans le ministère des Affaires étrangères avant même que Ribbentrop n'en devienne ministre. Pour information,
En 1938, sur 500 fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, 50 sont des SS, et la plupart à des postes importants. Au sein du ministère des Affaires étrangères, Heinrich Himmler exige également que des SS soient envoyés dans chaque ambassade étrangère. Donc envoyés ou recrutés sur place via des connaissances. Au fur et à mesure, la relation entre Ribbentrop et Himmler eut un net refroidissement. Ribbentrop étant ministre, il voit d'un mauvais œil le fait qu'Himmler s'incruste dans son domaine de compétence. Mais Ribbentrop acceptera quand même que les SS des ambassades donnent leur rapport à la SS sans interférer dans leur travail d'espionnage et de renseignement. En sachant que, comme d'habitude, Heinrich Himmler sait les caresser dans le sens du poil, les SS dans les ambassades, par exemple, fournissent également leur rapport à l'ambassadeur et obéissent à l'ambassadeur. Donc, les ambassadeurs et le ministère des Affaires étrangères se disent que le travail se fait en coopération. En février 1936, Heinrich Himmler arrive à obtenir qu'en cas de danger immédiat de l'État, qu'il puisse décider lui-même, en tant que chef de la Gestapo, des mesures de la défense. Göring interviendra en demandant que les comptes rendus lui soient remis, donc Heinrich Himmler se soumet encore une fois à Göring. Donc Heinrich Himmler décide, mais avec l'accord de Göring. À savoir que Frick lui-même, qui est ministre, demande à ce que la Gestapo soit intégrée à la police et que les deux groupes dépendent de l'État. Mais cela n'a pas été fait dans ce sens. Heinrich Himmler, une fois chef de la police, avec quasiment les pleins pouvoirs, adopte une politique d'anticipation. En d'autres termes, la prévention par la peur. Arrêter les fauteurs de troubles et intellectuels communistes, juifs et les prêtres un peu trop critiques. Heinrich Himmler étendit la lutte préventive aux diffuseurs de rumeurs, de blagues contre le régime, tout ce qui peut menacer la cohésion interne du peuple. Heinrich étendra également la prévention aux avortements et à l'homosexualité, afin de préserver l'essence biologique du peuple allemand. Heinrich intégrera également, en priorité à la SIPO, donc c'est la police allemande, la lutte contre la criminalité, puisqu'il présentait la délinquance essentiellement comme la conséquence de défauts biologiques qu'il s'agissait d'éliminer. Heinrich Himmler dira dans un discours devant des policiers « Nous sommes un pays au cœur de l'Europe, dépourvu de frontières naturelles, entouré par un monde qui se bolchevisme de plus en plus aux mains du juif sous sa pire forme, celle de la domination brutale du bolchevisme qui détruit tout. Ce serait faire preuve d'une imprudence et d'une bêtise coupable que de croire que cela va prendre fin dans un an, quelques années, voire quelques décennies. Nous devons nous attendre à ce que le combat soit l'affaire de plusieurs générations. Le combat ancestral entre hommes et sous-hommes, sous sa forme moderne du combat des peuples aryens contre la juiverie et sa forme organisée, le bolchevisme. Y préparer tout un peuple et souder l'ensemble du peuple allemand à la police et à l'ordre de la SS en tant qu'organisation pour la défense du Reich à l'intérieur, comme la Wehrmacht le fait pour la défense à l'extérieur. Telle est ma mission. Donc, vous l'avez compris, lutte contre les juifs et le bolchevisme, et les moyens sont de souder le peuple à la police et à la SS, comme un peuple est soudé avec son armée. Pour cela, Heinrich Himmler fera tout pour que la police ne soit encadrée par aucune loi, que la police doit accomplir la volonté des autorités de l'État et maintenir l'ordre qu'elle exige. Comme la Wehrmacht, la police ne peut agir que sur l'ordre des autorités et non selon les lois. Il rajoutera que le citoyen normal n'avait rien à craindre, les adversaires politiques et les délinquants un peu plus. La devise de la police étant sévère et implacable,
quand il le faut, compréhensif et bienveillant quand on le peut. Pour information, en 1934, la police aura droit à sa journée. Donc sa journée, c'est en janvier, un peu comme les portes ouvertes à l'armée. Et en 1937, cette journée s'étendra sur une semaine. Pour en revenir à la Gestapo travaillera essentiellement sur dénonciation d'agents rémunérés ou de citoyens consciencieux. Comme dit dans la chronologie d'Hitler, par exemple, pour une ville, là les chiffres sont de 870 000 habitants, il n'y a que 53 agents. Et dans une autre ville d'1 million d'habitants, il n'y a que 55 agents. Le travail de la Gestapo est réparti comme suit: 30% liés à des activités interdites, comme par exemple être communiste, 29% pour les comportements déviants contre le régime, 17% de déviance, comme le fait par exemple d'écouter des émissions radio ennemies, 12% pour des enquêtes de délinquance. Heinrich est partisan d'arrêter les criminels avant qu'ils ne commettent leurs crimes. Heinrich Himmler, qui croit dur comme fer à la théorie du complot sur la franc-maçonnerie, emploie la police et la Gestapo pour faire fermer les loges maçonniques. Il considère cette organisation comme une organisation de la juiverie, responsable de la révolution américaine, française et russe. En 1935, toutes les loges maçonniques sont fermées, les anciens francs-maçons ne sont pas internés, mais ils ne peuvent pas travailler dans la fonction publique et il leur est interdit de s'inscrire au parti. Les francs-maçons devaient signer une déclaration sur l'honneur comme quoi ils ne prendraient plus part à la franc-maçonnerie. En 1935 également, Heinrich Himmler confia au SD une mission spéciale appelée Mission spéciale H, H de Aix, pour sorcières. Heinrich demande au SD d'enquêter et d'éplucher les archives de l'Église pour tout ce qui concerne les soi-disant sorcières torturées et brûlées vives pendant le Moyen-Âge. Ces recherches se poursuivront jusqu'en 1944. Il y aura 33 846 dossiers. Heinrich veut qu'en découle un roman historique, des histoires de sorcières de 60 à 100 pages, des nouvelles prises des procès, un livre illustré, un film et une série scientifique. Le projet n'aboutira pas, pour faute de guerre et de fin du régime nazi. Pour information, Heinrich Himmler lâche complètement la religion chrétienne. Il dira par exemple en 1938 « La destruction de tous les peuples est due aux enseignements chrétiens. Une religion qui A. considère la femme comme un péché, B. décrit le mariage comme un péché mineur ou en tout cas moins grave que l'autre. Un tel enseignement, à terme, ne peut qu'entraîner les peuples dans la tombe. » Il dira également que le christianisme est la cause de la destruction de tous les peuples. Donc nous le verrons aussi dans le hors-série sur la SS, bien qu'il est contre l'Église, il n'empêchera pas les soldats de croire. Pour lui, l'important, le soldat SS doit croire en quelque chose de supérieur, quelle que soit sa religion. Mais par contre, il n'accepte pas qu'un SS ne croit en rien. Par exemple, par la suite, Himmler acceptera des musulmans dans la Waffen-SS. Himmler salua en l'islam une religion sympathique et pratique pour les soldats, car le paradis est promis s'ils se sont battus et sont tombés au combat. Un autre exemple, Himmler respectera également les témoins de Jéhovah pour leur fanatisme religieux, leurs convictions et leur résistance. Il dira, si l'on pouvait étendre leur fanatisme en Allemagne ou produire un tel fanatisme dans toute la nation en guerre, nous serions encore plus forts qu'aujourd'hui. En outre, le 6 janvier 1943, il ordonna à ce que les témoins de Jéhovah internés en camp de concentration soient mis au travail dans les maisons des SS, parce qu'ils vivaient dans l'abstinence et avaient le sens du devoir et du respect. Himmler en aura dans sa propre demeure, ainsi que dans celle de ses proches. Et pour information,
Himmler a également l'idée d'envoyer des témoins de Jéhovah occuper les terres à l'Est pour que leur idée religieuse et notamment leur pacifisme se propage dans les peuples russes. Il dira « Il faut envisager l'enseignement du bouddhisme auprès de tous les peuples turcs et des témoins de Jéhovah pour tous les autres. » Donc revenons aux enquêtes du SD et de la police. Une fois Heinrich chef de la police, il centralisera la direction de la police au département de la police de Prusse, hiérarchisé par un système de postes et de commissariats. Donc un peu comme partout en Europe, un commissariat central, des petits commissariats et des petits postes de police. Il institua une école d'officiers de police ainsi qu'une école spécialisée en criminologie, dont un central pour la recherche criminelle pour lutter contre le nuisible Dzigan. Un institut des techniques criminelles est également fondé et des laboratoires d'enquête criminelle sont ouverts dans des petites villes un peu partout en Allemagne. Des centrales sont spécialisées dans les affaires criminelles, d'homicides, de trafic de fausses monnaies, etc. Pour information, il est vrai qu'à cette époque, la police allemande sera une des meilleures polices d'Europe. Beaucoup de policiers européens iront apprendre le travail d'enquêteurs et de criminologues dans les commissariats et les centres de recherche allemands. Heinrich Himmler mélangera entre les services des agents de la SIPO, du SD et de la Gestapo. Donc, vous l'avez compris, des membres du renseignement, des membres de la police politique et des membres de la police criminelle travaillent dans les services mélangés pour que chacun puisse apporter sa science sur tel ou tel problème. Mais c'est vrai qu'au début, même si les nazis ont pris le pouvoir en 1933, dans les années 35-36, voire 37, il y a toujours autant de crimes et de délinquance en Allemagne. Justement, en 1937, Heinrich Himmler annonce « Parce que la criminalité continue d'être beaucoup trop élevée en Allemagne, je décrète que les criminels professionnels devront être incarcérés en beaucoup plus grand nombre qu'auparavant au bout de quelques délits, 3 ou 4, et qu'ils ne devront plus être remis en liberté. C'est la seule réponse possible, surtout qu'avec notre sentimentalisme humanitaire et nos lois déficientes, nous relâcherons ces gens, ces assassins, ces cambrioleurs, ces voleurs de voitures, et que les remettre en prison ne coûtera une fortune. » Donc là, en gros, Himmler expliquait que les gens coûtaient de l'argent à l'État parce qu'ils étaient emprisonnés, relâchés, puis re-emprisonnés, etc. Là, le but est que, au bout de 3 ou 4 crimes ou larcins, la personne n'est plus relâchée. Les personnes visées en priorité avec les criminels sont les mendiants, les vagabonds, les prostituées, les ivrognes, les personnes atteintes de maladies contagieuses qui se soustraient aux mesures du département de santé et ceux qui refusent de travailler, les chômeurs longue durée et les tziganes. Par exemple, en mars 1937, en une seule journée, 2000 personnes ayant un casier judiciaire bien fourni sont arrêtées et envoyées en camp de concentration. D'autres criminels seront limités dans leurs déplacements, leur fréquentation, etc. Donc là, en fait, dès que Heinrich Himmler parle de ça, les policiers vont arrêter des gens ayant des casiers bien fournis, même si ces personnes, à ce moment-là, n'ont rien fait. Donc forcément, conséquence, il va y avoir une baisse phénoménale des crimes, des vols, etc. Donc déjà, les gens seront en prison et tout le monde se tiendra à carreau. Parce que là, ce n'est pas de la prison, c'est des camps de concentration où la personne travaille. Un autre exemple, en avril 1938, une action fut menée dans le même style, sauf que les personnes sont des personnes qui refusent de travailler. En effet, l'Agence pour l'emploi doit signaler les demandeurs d'emploi ayant refusé 2 fois un poste sans raison valable ou des travailleurs ayant quitté leur travail sans raison valable. En une semaine, il y aura plus de 2000 arrestations. Par la même occasion, les juifs ayant fait au moins 1 mois de prison sont arrêtés également. La raison que les personnes qui refusent le travail et les asociaux sont arrêtés
et que la criminalité puise ses racines dans la socialité. D'après les historiens, Heinrich Himmler a mis en place cette mesure pour éviter que les personnes poussées au travail obligatoire ne protestent. Nous y reviendrons dans la chronologie d'Hitler, mais il faut savoir que les Allemands doivent travailler gratuitement pendant au moins 2 ans. Donc ils sont logés, nourris. C'est une sorte de service militaire, mais en version travail. Et justement, pour éviter que des personnes ne refusent, ils sont arrêtés et envoyés dans des camps. Pour cette année 1938, par exemple, 12 921 personnes seront arrêtées préventivement. Selon les chiffres officiels, entre 1933 et 1938, les meurtres baisseront de 46%, les agressions graves de 46% également, les agressions de 58%, les vols de 58%, les extorsions de 36%, les incendies volontaires de 45% et la fabrication de fausses monnaies de 88%. Novembre 1937, le couple Himmler est en voyage en Italie. L'épouse d'Heinrich Himmler sera impressionnée par ses connaissances historiques. Heinrich Himmler, c'est un vrai guide touristique, comme vous l'avez constaté. Dans la première partie, Heinrich Himmler aime bien lire et s'intéresse à tout. Donc en Italie, il visite Rome, le Vatican, Naples, Pompéi et énormément de villes moins connues. Ils iront également en Sicile. C'est vraiment un voyage détente, visite touristique, lecture, bridge, baignade, tennis, etc. Le couple enchaînera sur la Libye, où là encore, ils visitent, comme en Italie, des fouilles archéologiques. Et lors de leur visite en Libye, ils visiteront également les quartiers arabes et juifs. Et la femme d'Heinrich Himmler dira que les Arabes sont quand même plus propres que les Juifs. Comme vu dans la première partie, la femme d'Heinrich Himmler n'aime pas non plus les Juifs. Pour information, les vacances se dérouleront du 14 novembre au 13 décembre. En 1938, éclate l'affaire Fritz. C'est un général qui est susceptible de devenir ministre de la guerre, accusé d'homosexualité. Nous y reviendrons dans la chronologie d'Hitler. Cette affaire est rattachée à une autre affaire, mais nous y reviendrons. Donc, la Gestapo présente un certain Otto Schmid, homosexuel, qui fait chanter ses amants. Et cet Otto Schmid accuse le général Fritz d'avoir eu des rapports homosexuels avec lui. Heinrich Himmler est convaincu que le général Fritz est coupable. Le général Fritz crie son innocence et il nomme Himmler le vaurien en chef. Et il dira « Tout votre comportement dans cette affaire montre que vous êtes préoccupé de faire de moi un coupable. » Et le général Fritz envisagea même de provoquer Heinrich Himmler en duel au pistolet. Fritz est finalement innocenté. L'homosexuel Otto Schmid s'est trompé de Fritz. Son amant, c'était un Fritz, officier de cavalerie à la retraite. Hitler sera mécontent d'Himmler, qu'il y ait un scandale d'État pour rien. Goebbels dira qu'Himmler avait agi avec trop de précipitation et avec trop de préjugés. Himmler, à la suite de cette histoire, sera très déprimé. D'après certains historiens, c'est Göring qui est derrière cette intrigue contre Fritz. Lors de l'Anschluss, il est dit que Heinrich Himmler est le premier à être à Vienne. Il est même à Vienne avant que les premiers soldats allemands ne franchissent la frontière. Certains disent que c'est grâce à lui que l'invasion de l'Autriche s'est faite sans un coup de feu. Normalement, cela devait être mentionné dans les journaux de l'époque, mais Goebbels y était contre. Mais nous y reviendrons lors de l'Anschluss. Là encore une fois, c'est les SS qui sont les premiers à pénétrer en Autriche. La raison est que ils sont moins nombreux que la Wehrmacht et pour cela, ils sont entièrement motorisés. Par la suite, Himmler met en place 2 sections spéciales pour superviser les services de police autrichiens.
il inspecte lui-même les installations de la police. Il y aura immédiatement une vague d'arrestations communistes et socialistes, et il y aura également des exactions massives contre les juifs. Les autorités du NSDAP profiteront également pour mettre en place un bureau central pour les migrations juives. Donc cela a à voir avec l'accord Avara qui a lieu en Allemagne, mais maintenant que l'Autriche sera rattachée au Grand Reich, les juifs autrichiens pourront bénéficier du service d'immigration vers la Palestine. Lors de la prise des Sudètes, Himmler appelle les SS de 45-50 ans pour s'occuper des camps de concentration, pour justement pouvoir déployer les jeunes gardes SS en tant qu'unité armée. Pourquoi cela? Comme pour l'Autriche, il y a des unités SS qui envahissent le pays. Je n'ai pas précisé, mais les unités SS sont motorisées, donc ils ont beaucoup de véhicules, parce que beaucoup de véhicules proviennent des stocks de la police. Et il y a également énormément de policiers dans les rangs de la SS lors de l'invasion de l'Autriche. Et c'est ce qui se passera également pour les Sudètes et par la suite le protectorat de Tchécoslovaquie. Donc à ce moment-là, lors de la prise des Sudètes, Himmler arme ses unités SS en pensant que l'objectif est d'envahir la Tchécoslovaquie. Nous le verrons dans la chronologie d'Hitler, mais l'objectif principal de l'Allemagne à ce moment-là, c'est d'envahir la Tchécoslovaquie. Mais cela ne se fera pas suite aux accords de Munich. Mais nous y reviendrons dans la chronologie d'Hitler. Comme pour l'Autriche, dans les Sudètes, il y aura une vague d'arrestations d'opposants politiques qui après s'étendra sur tout le protectorat. Pour information, lors de la prise des Sudètes, il y aura une embrouille entre la SS et les SA. La raison est qu'un corps franc constitué de SA est chargé de prendre les Sudètes et ils sont subordonnés à la SS. La SS sera incapable de ravitailler et d'entretenir le corps franc de la SA, ce qui fera rager les SA. De plus, les membres de la SA craignent que leur officier soit remplacé par des SS. Lors de la nuit de cristal, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur ce que Himmler faisait au moment des attaques sur les biens juifs. Nous savons qu'il est avec Hitler vers minuit pour assister à un défilé de nouveaux SS, mais pour la suite des événements, il n'y a pas d'informations. Nous le verrons dans la chronologie d'Hitler. La nuit du cristal aura droit à un épisode, mais il semblerait que même Himmler ait été surpris par l'action. Il a été mis au courant des attaques des biens juifs vers 1h30 du matin. Donc, si des SS ont pris part aux exactions contre des boutiques juives, il y a de grandes chances que c'est de leur propre chef et ils n'ont pas reçu d'ordre dans ce sens. Pour ce qui est d'Himmler, nous savons que le lendemain, il interdit aux juifs allemands de détenir une arme. Suite à cela, le 2 décembre 1938, pour la journée de la solidarité du peuple allemand, Himmler annonce que si les juifs sortent de chez eux pour cette journée, entre midi et 20h, ils n'auront aucun droit à la solidarité allemande. Le lendemain, le 3 décembre, Himmler signe une ordonnance qui prive les juifs du droit de conduire un véhicule. Ils doivent également restituer leur permis. En décembre 1938, Heinrich Himmler ordonne l'arrestation et l'identification par photographie et empreinte digitale de tous les tziganes et personnes qui vivent en nomade, soit plus de 25 000 personnes seront enregistrées par la police criminelle et étudiées par le Centre de l'hygiène raciale. Par la même occasion, Heinrich Himmler fait la chasse aux homosexuels et aux avortements, qui pour lui sont deux péchés qui poussent les peuples vers l'abîme. Il dira le 15 juin 1937, devant le Conseil spécialiste de la politique raciale et démographique,
J'ai vraiment réfléchi, nuit et jour, à ces deux soucis parmi les plus graves. Pour un homme normal et respectable, il est loin d'être facile de faire la lumière à ce sujet. Je me suis posé la question, sommes-nous tombés si bas que notre peuple est si moralement dépravé et si mauvais? Donc, Heinrich Himmler, dans plusieurs conférences, parlera du nombre d'avortements. Cela passera de 900 000 à 50 000 par an. Donc en fonction de son discours, les chiffres changent. Et quand il parle des avortements, il parle d'enfants sauvés. Et lors d'un rapport à Hitler, il lui dira que sur 100 000 bébés sauvés par an, c'est 400 000 soldats en plus, 30 ans plus tard, pour l'armée. Pour ce qui est des homosexuels, Heinrich Himmler estime qu'ils sont 1 à 2 millions. En effet, en Allemagne, il y a des associations qui demandent à ce que l'article 175 soit supprimé. L'article 175, pour rappel, c'est l'article qui punit les homosexuels de prison. Les membres de ces associations sont 2 millions et Heinrich admet que sur ces 2 millions d'hommes, ils ne sont pas tous homosexuels, mais avec ceux qui se cachent, il estime que le chiffre est bien de 2 millions, soit presque 10% de la population masculine en âge de procréer. Pour lui, un peuple qui a beaucoup d'enfants peut prétendre à la domination et à la puissance. Un homosexuel est un malade psychique, il est faible dans chaque situation importante. Il est lâche, ils sont peut-être courageux à la guerre, mais dans le civil, il est lâche. De plus, ils sont des menteurs compulsifs et l'homosexualité aboutit à une incapacité mentale absolue. Ils se distinguent par un besoin irrépressible de communiquer et enfin, il n'y a pas de fidélité dans l'amour entre hommes. C'est une simple compagnie, bien que ces gens prétendent s'aimer. Il dira en plus, les Germains noyaient leurs sodomites dans les marais, cela n'est malheureusement plus possible chez nous. Un rapport dit que pour chaque année dans la SS, il y a entre 10 et 30 cas d'homosexuels découverts. Ces SS sont renvoyés et déportés en camp de concentration. Heinrich Himmler dira également que si la société est trop masculinisée et que le fait que des garçons se moquent d'un des leurs parce qu'il sort avec une fille n'est pas normal. Et il faut également que la femme fasse des métiers de femme et non d'homme parce que cela détruit son charme féminin. Il dira également que l'Église est coupable par sa doctrine et qu'il est sûr que 100% des moines dans les monastères sont homosexuels. Il mettra aussi en garde des chefs SS de trop masculiniser la SS, ce qui amène à l'homosexualité. Il encourage les chefs à laisser les jeunes SS à aller danser avec les filles lors des fêtes, qu'ils soient heureux, qu'ils s'amusent. Encore une fois, j'y reviendrai dans le hors-série sur la SS, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de fêtes ou soirées organisées pour les SS pour justement qu'ils rencontrent des jeunes filles. Pour ce qui concerne la chasse aux homosexuels, elle commencera vraiment à la mort de Röhm. Par exemple, pour l'année 1933-1934, Röhm est à la tête de l'ASA et il y a eu un peu moins de 4000 arrestations en Allemagne. Et pour l'année 36-38, il y aura 22 000 arrestations et la police établit également des fiches sur les homosexuels pour éviter que des homosexuels ne rentrent dans le parti ou à l'armée. À partir de 1937, les lois changent et les homosexuels ne font plus seulement de la prison, mais doivent être internés dans les camps de concentration. L'homosexuel a aussi le choix de se faire stériliser au lieu d'aller au camp. Heinrich Himmler précise à ces hommes de ne pas trop prendre en compte cette option. Cela est plus pour faire peur en laissant planer le doute sur la durée du séjour dans le camp de concentration. À partir de 1940, les homosexuels ayant eu plus d'un partenaire sont arrêtés préventivement. Heinrich Himmler dira « Très peu d'homosexuels le sont vraiment. Beaucoup peuvent être soignés par la menace d'aller en camp ou par le travail en camp. Pendant la guerre, la police ne s'occupe plus des homosexuels, sauf pour les cas des SS ou des policiers. À partir de 1941, un SS ou un policier pris
en tant qu'homosexuel est passible de la peine de mort. Mais la peine n'était que rarement appliquée. Heinrich Himmler préfère envoyer ce SS ou ce policier sur la ligne de front. Donc cela était une explication pour que vous compreniez comment Heinrich Himmler voyait les homosexuels. En 1939, Heinrich Himmler devient le patient du masseur des personnalités Félix Kesten, allemand d'Estonie ayant la nationalité finlandaise. Ce masseur étant l'un des seuls à pouvoir soulager temporairement les douleurs d'estomac d'Himmler, Himmler en fera son masseur attitré. Kesten fera un livre après la guerre sur ces discussions entre lui et Himmler, mais les historiens ne savent toujours pas si les dires sont véridiques ou inventés. Nous savons qu'Heinrich Himmler aime bien parler, aime bien les ragots, les rumeurs, mais de là à raconter des secrets d'État à son masseur, nous pouvons émettre des doutes. Ils ont bien dû parler de la pluie et du beau temps, mais comme dit, les historiens doutent toujours. Avant de faire notre bond dans le temps jusqu'à 1945, nous allons parler un peu de la personnalité d'Himmler dans ses années au pouvoir. Donc les journées d'Himmler commencent à 10h du matin et finissent à 2h du matin. Lors d'un problème, il se déplace sur place directement pour résoudre le problème lui-même. Comme pour dans sa jeunesse, il est souvent sur les routes et dans la plupart des cas, il conduit le véhicule lui-même. Pour les historiens, Himmler ne voulait pas donner l'image d'un homme de bureau, mais se donner l'allure d'un militaire, un chef omniprésent qui contrôle tout et qui partage la vie de ses hommes. Pour information, il dira à ses officiers SS d'être dehors avec leurs hommes sur la ligne de front et de passer la nuit sur la ligne de front avec leurs hommes. Ils devaient passer la nuit dehors avec leurs hommes quasiment 6 nuits par semaine. De plus, il sera attentif sur le comportement entre les officiers et leurs hommes. Il faut que l'officier soit vraiment très proche de ses hommes. Nous y reviendrons en détail dans le hors-série sur la Waffen-SS. Lors de plusieurs discours, Himmler se représente tantôt comme un ancien combattant de la Grande Guerre, tantôt comme un jeune militaire ayant dû faire face à la Révolution et donc au combat des Freikorps. Une autre information, lors des déplacements d'Himmler, ces déplacements sont pris en compte par l'État, mais s'il fait un écart ou a besoin de quelque chose, il le paye de sa poche. Et même à Berlin, il fait la même chose qu'Hitler. Tout ce qui concerne sa vie personnelle, il le paye de sa poche. Lors de la guerre, il fera par contre l'inverse d'Hitler. Hitler refuse d'aller sur les sites de bombardement et de voir les réfugiés allemands, alors qu'Himmler, lui, va sur les sites bombardés et partage la soupe avec les réfugiés. Il y a une histoire comme quoi un haut gradé SS était parti dormir alors qu'il y avait encore des gens sous les décombres, et Himmler le mettra en garde et dira qu'il doit être dehors pour évacuer les survivants des décombres, et qu'il ne doit pas dormir tant qu'il y a un seul Allemand sous les décombres. Donc cela sera également un ordre pour la SS, pour les policiers et les pompiers et les hauts gradés. Tant qu'il y a un Allemand vivant sous les décombres, personne ne se repose et tout le monde doit mettre la main à la pâte. Pour information, des prisonniers des camps de concentration seront envoyés également sur les sites des bombardements pour déblayer les ruines. Cela donnera aussi quelques scènes cocasses. Des Allemands s'en prendront violemment aux prisonniers des camps de concentration, les accusant d'être responsables de la guerre. Mais nous y reviendrons. Les témoins diront de lui que c'est un homme aimable et poli et qu'il était d'une nature ouverte. Il était bref et autoritaire
qu'au moment de donner des ordres ou envers certains individus qu'il ne considérait pas. Il était très dur envers les débordements des hommes de la SS. Pour lui, ces comportements contribuaient à donner une mauvaise réputation de l'allemand et surtout du SS. Nous y reviendrons par la suite également. Les sanctions des SS sont très dures. Et concernant sa femme, lors de la guerre, elle travaillera pour la Croix-Rouge et s'occupera des soldats SS blessés. Nous sommes au moment où nous faisons notre bond dans le temps, donc nous passons toute la période de la guerre, qui sera racontée ultérieurement, pour arriver en cette année 1945. À la fin de la guerre, Heinrich Himmler essaye de négocier une paix séparée avec les Alliés. En gros, il propose que lui et sa SS arrêtent les combats contre les Américains, mais pas contre les Russes, pour justement faciliter l'accès des Alliés en Allemagne de l'Ouest. Et de plus, Heinrich Himmler s'imagine que les Américains vont combattre les Russes juste après avoir combattu l'Allemagne. Donc Heinrich Himmler se dit que lui et sa SS se mettront à disposition des Américains pour continuer leur combat contre les communistes. Donc on peut dire que Himmler est un grand rêveur. Quoi qu'il en soit, Hitler, dans son bunker, est mis au courant de la traîtrise d'Himmler et il sera très énervé. Nous le verrons en détail dans la chronologie d'Hitler sur la fin. Les dernières heures d'Hitler dans le bunker sont très détaillées et cela fera l'objet de plusieurs vidéos. Mais ce qui est sûr, c'est que Hitler s'attendait vraiment pas à ce que Himmler trahisse son Führer. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide, mais Himmler et son entourage ne sont pas encore au courant et l'amiral Dönitz rend visite à Himmler. Justement, il a reçu un appel de Bormann par radio du bunker du Führer qui l'informait de sa trahison. Donc, Dönitz accuse Himmler d'avoir cherché à établir des contacts avec les Alliés dans le dos de Hitler, ce que Himmler démentit. Mais Dönitz n'ayant pas vraiment de pouvoir, il n'a pas pu intervenir sur Himmler et il est reparti dans son QG. Le lendemain, Dönitz est au courant que Hitler est mort et il sait que dans le testament d'Hitler, c'est lui-même qui prend la succession. Donc, à ce moment-là, on peut dire qu'il a les pleins pouvoirs. Dönitz demande à Himmler de lui rendre visite et Himmler se présente devant Dönitz, escorté de 6 officiers SS armés jusqu'aux dents. Dönitz informe Himmler que c'est lui qui est maintenant à la tête du Reich. Himmler est choqué, il ne s'attendait pas à ce que ce soit Dönitz, le successeur d'Hitler, et Himmler se propose en tant que deuxième homme. Dönitz refusa. Il est dit que Himmler reviendra souvent auprès de Dönitz, mais Dönitz le renvoya officiellement de son poste de ministre de l'Intérieur du Reich, le 6 mai. Oui, nous y reviendrons. Himmler, forcément, au fur et à mesure, prendra du galon et il deviendra ministre, mais nous y reviendrons. Bien que Himmler fût renvoyé de son poste de ministre de l'Intérieur, il cherche encore à se rapprocher du pouvoir. Mais par la suite, Dönitz lui fera comprendre qu'il doit se tenir à l'écart du gouvernement. Et Himmler, à ce moment-là, comprendra qu'il n'y a plus moyen pour lui d'être près de la tête de l'État. Les témoins de l'époque, donc on parle d'officiers supérieurs qui gravitent autour de Dönitz, diront qu'Himmler était optimiste et enjoué. N'oublions pas, déjà dit au début des vidéos sur Himmler, Heinrich Himmler, les gens ont l'impression qu'Heinrich Himmler prend tout à la rigolade et qu'il ne prend rien au sérieux. Donc comme dit précédemment, cela n'est qu'une image, c'est l'image qu'Himmler donne, mais certainement qu'au fond de lui, il doit être stressé et pas bien,
Il faut dire aussi que d'autres témoins, qui seront un peu plus proches d'Himmler, diront qu'ils trouvaient Himmler épuisé et nerveux, et que visiblement il menait un rude combat pour garder son calme extérieurement. Le 11 mai, Heinrich Himmler décide de fuir. Donc forcément, comme vous le savez tous, la capitulation de l'Allemagne c'est le 8. Et le 11, Heinrich Himmler se dit que c'est le moment de fuir. Il est déguisé en militaire de la Wehrmacht du nom de Heinrich Hitzinger. Donc il semblerait qu'il a un pantalon civil, une veste militaire de la Wehrmacht et il a un bandeau sur l'œil. Plusieurs sons de cloche que j'ai trouvés, certains disent qu'il était en caporal, d'autres en caporal-chef et une autre en sergent. Par contre, la seule chose qui est sûre, c'est qu'il était en soldat de la Wehrmacht et non en SS. Et encore, il y a des fois des autres informations qui disent qu'il était complètement habillé en civil. Bon, les avis divergent. Il semblerait que le plus logique, c'est qu'il était en sergent de la Wehrmacht avec un bas de pantalon civil et un haut militaire. Il est escorté par 5 officiers de haut rang SS. Donc il est accompagné de Rudolf Brandt, son aide de camp Werner Grossmann, un autre aide de camp Heinz Mascher, le chef de la Gestapo Müller et le chef de son service de sécurité personnelle, Joseph Kirchmeier. Il se dirige d'abord vers Friedrichskoog, non loin de l'estuaire de l'Elbe, à une centaine de kilomètres, mais le temps étant mauvais, ils ne peuvent traverser l'estuaire que le 15 ou 16 mai. Donc ils traversent l'estuaire à bord d'un petit bateau de pêche, puis ils poursuivent leur voyage vers Neuhaus en Basse-Saxe. Le but de ce voyage est d'atteindre le massif du Harz, où Heinrich Himmler compte se cacher quelque temps avant de prendre la route des Alpes. Ils arrivent aux alentours de Mainstead, et là, Brandt, Kirchmeier et Müller quittent le groupe afin de faire contrôler leurs papiers par les autorités britanniques qui, justement, contrôlaient la ville. Les 3 hommes ne reviennent jamais, et le seul à pouvoir disparaître sans laisser de traces, c'est Müller. Heinrich Himmler, Grossmann et Mascher poursuivent leur route, et le 21 mai, à proximité de Bremervord, ils tombent sur un poste de contrôle mis en place par des soldats soviétiques libérés des camps, et il se fait arrêter. Petite précision, sur cette arrestation, il y a plusieurs sons de cloche. Heinrich Himmler, avec ses 2 compagnons, infiltre un groupe d'une centaine de civils qui sont justement arrêtés au poste de contrôle, mais eux 3 seront arrêtés. Donc, plusieurs informations. Le poste de contrôle est sur un pont, ou à l'entrée d'un pont, ou à la sortie d'un pont. Enfin bon, de ce que j'ai compris, dans l'histoire, il y a un pont. Et il y a une centaine de civils qui sont stoppés et qui passent au compte-gouttes. Et Heinrich Himmler et ses 2 acolytes seront arrêtés à ce moment-là. Alors, première version, c'est les Britanniques qui tiennent le point de contrôle et ils arrêtent Heinrich Himmler parce qu'ils le trouvent louche. Deuxième version, des Américains qui passaient par là ont trouvé que Heinrich Himmler et ses 2 compagnons étaient louches et ils ont commencé à aller les contrôler. Les Anglais, voyant cela, ont commencé ainsi à se diriger vers Heinrich Himmler et ensuite l'arrêter. Donc, en gros, les Américains disent que c'est grâce à eux. Une autre version, il y avait un soldat belge dans un véhicule américain, il était là en tant que traducteur, et au moment de passer le poste de contrôle, c'est lui qui dira aux Anglais de s'intéresser à Heinrich Himmler et ses 2 acolytes parce qu'il les trouvait suspects. Donc pour le Belge, c'est grâce à lui qu'Heinrich Himmler a été arrêté. Et il y a aussi une version où c'est des Polonais qui arrêtent Heinrich Himmler. Donc tout le monde raconte un peu son petit son de cloche,
Mais l'histoire la plus logique, c'est des anciens soldats communistes sortis de camps de concentration. Donc la thèse polonaise est plus logique, possible que ce soit des Polonais justement sortis des camps de concentration qui font leur petit barrage. Les Anglais par la suite diront qu'ils utilisaient des soldats soviétiques sortis des camps pour renforcer leur dispositif. Là aussi, c'est sûrement des conneries parce que vous pouvez vous imaginer que la guerre est finie, il n'y a plus besoin de tenir des positions de combat et tous les hommes vacants peuvent faire des postes de contrôle. Donc les Anglais ne doivent pas manquer de main-d'œuvre pour contrôler des Allemands sur les routes. Ou du moins, c'est vrai qu'ils peuvent utiliser des gens des camps de concentration en tant qu'interprètes sur des points de contrôle, ça c'est une possibilité. Mais là non, les Britanniques disent qu'ils ont pris des soldats soviétiques sortis des camps de concentration, qu'ils les ont armés pour avoir de la main-d'œuvre supplémentaire sur les postes de contrôle. La réalité est certainement tout autre. Il faut savoir qu'après la guerre, certaines personnes sorties des camps de concentration ont fait leur propre poste de contrôle pour voler les Allemands. Donc les Allemands passaient, ils étaient vaincus, ils n'avaient plus d'armes sur eux, et là ils se retrouvent face à des hommes armés, donc forcément, vous leur donnez vos montres, votre argent, et voire même votre voiture. C'est une réalité historique que les autorités alliées essayent de cacher, parce que ça ne le fait pas de se dire qu'ils ne tenaient pas le pays et que chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et vu toutes les versions de l'arrestation d'Himmler, il y a de grandes chances que ce soit un poste de contrôle clandestin, le grand vainqueur. Et par la suite, forcément, ils l'ont remis aux Britanniques. Donc pourquoi Himmler, lui, s'est fait arrêter? Il faut se dire que les personnes au poste de contrôle l'ont arrêté parce qu'ils avaient un doute sur la personne. Mais ils ne savaient pas qu'à ce moment-là, c'était Heinrich Himmler. Pour information personnelle, j'ai été à l'armée plus jeune et je peux vous dire que dans le civil, si je croise un officier habillé en civil, en même pas une ou deux phrases, j'arrive à déceler que cette personne, c'est un officier dans l'armée. Ils ont une façon de se tenir, de parler qui est propre à eux. C'est comme si vous, aujourd'hui, vous mettez un ouvrier dans une réunion où il n'y a que des milliardaires. Même s'il est habillé en costume, les milliardaires vont s'apercevoir assez vite que l'ouvrier n'est pas de leur monde. Là, c'est la même chose. Heinrich Himmler est en sergent. Les mecs au poste de contrôle s'aperçoivent bien que le mec, c'est pas un sergent. Il a une façon de se tenir et de parler qui est propre à quelqu'un d'assez aisé ou de quelqu'un qui a eu l'autorité sur des gens pendant une quinzaine d'années. Ce qu'il aurait fallu pour Heinrich Himmler, c'est tout simplement de se déguiser en officier. Cela aurait pu passer crème en tant que sergent. Par la suite, Heinrich Himmler fait plusieurs camps. Donc les Britanniques le baladent de camp en camp. Ils ne savent pas quoi faire de lui. Ils ne savent pas encore que c'est Heinrich Himmler. Et d'après les Alliés, ils ont dit que Heinrich Himmler lui-même s'était présenté à l'officier qui l'interrogeait en tant que Heinrich Himmler. Et il se suicide. Donc je vais vous lire le rapport écrit sur la mort d'Heinrich Himmler. Le rapport en question, il a été fait en 1945 forcément, mais des historiens, n'ayant pas accès ou trouvant le rapport très peu garni, ont demandé à ce qu'un des officiers s'étant occupé d'Himmler fasse un rapport pour justement pouvoir mettre la fin d'Himmler dans leur biographie. Et ce nouveau rapport a été fait en 1963. Donc vous pouvez imaginer qu'entre 1945 et 1963, de l'eau a coulé sous les ponts. C'est un rapport que l'on peut prendre avec des gants. Et même des historiens diront que entre le rapport de 63 et de 45, il y a des divergences. Donc je vous lis le rapport.
L'après-midi du 23 mai 1945, soit plus de 2 semaines après la capitulation de l'Allemagne, un groupe d'une vingtaine de personnes suspectes, des civils et des militaires allemands capturés 2 jours plus tôt, fut transféré dans le 31e camp d'interrogatoire des civils, des forces armées britanniques, non loin de Lüneburg. L'officier de service, le capitaine Sylvester, donc c'est lui qui fait le rapport en 63, se chargea de l'interrogatoire de routine des prisonniers. Un par un, les hommes durent se présenter dans son bureau pour répondre à ses questions et confirmer leur identité. Il s'était attelé à la tâche depuis un moment déjà, quand les plantons lui firent savoir que 3 des prisonniers qui attendaient à l'entrée de son bureau faisaient un esclandre. Il exigeait de le rencontrer sur le champ. C'était tout à fait inhabituel. D'expérience, Sylvester savait que la plupart des prisonniers veillaient le plus possible à ne pas attirer l'attention. Donc ça aussi, c'est dit dans le rapport que les 3 hommes ont commencé à faire du grabuge pour mettre dans l'histoire que l'officier s'est un peu plus interrogé sur ces personnes que d'autres. Mais officieusement, certains historiens disent que Heinrich Himmler a été dénoncé par quelqu'un et c'est justement pour cela que l'officier s'est intéressé à lui. Donc je reprends le rapport. Soudain curieux, il ordonna que les 3 hommes lui soient amenés. Dans son bureau entra alors un personnage de taille relativement modeste, souffreteux, l'air miteux dans ses vêtements civils, suivi de 2 autres plus grands, à l'allure ouvertement martiale, portant un mélange d'effets civils et militaires. Donc là aussi, vous avez vu, il est dit que Himmler est en civil, que les 2 autres sont en mélange de civil militaire, et il semblerait que justement Himmler soit en civil militaire, et que les 2 autres qui l'accompagnent, eux, sont par contre tous les 2 en militaire. Bon, des divergences sur la tenue. Donc je reprends. Tous 3 étaient soupçonnés par les Britanniques d'appartenir à la Geheimfeldpolizei. Sylvester renvoya les 2 derniers pour observer de plus près le plus petit, qui était visiblement le meneur. Retirant un bandeau noir qui lui couvrait l'œil droit, celui-ci chaussa des lunettes à monture de corne et d'une voix calme se présenta comme celui sur l'identité duquel il était désormais impossible de se méprendre, Heinrich Himmler, ancien Reichsführer SS, chef de la police allemande, commandant en chef de l'armée de réserve de la Wehrmacht, ministre de l'Intérieur du Reich. Encore une fois, comme dit précédemment, certainement qu'Himmler a été dénoncé par quelqu'un et que l'officier lui a dit directement « T'es Heinrich Himmler » et Himmler ne pouvant plus cacher son identité, a enlevé son bandeau et mis ses lunettes. Donc je reprends. Sylvester fit immédiatement appeler le capitaine Schmidt, le principal responsable des interrogatoires. Donc le rapport de 1945 est fait par le capitaine Schmidt. Pour plus de certitude, ils demandèrent à Himmler de leur fournir une preuve écrite. Himmler, qui craignait manifestement qu'on recherchât à lui estorquer des aveux, commença par refuser, puis finit par accepter, à la condition que la feuille soit déchirée dès que l'on aurait comparé sa signature avec une copie disponible dans le camp. Encore une fois, c'est étrange, parce qu'avec toutes les photos d'Himmler qui traînent, même si Himmler, je ne l'avais pas précisé, a rasé sa petite moustache, il doit être assez facilement reconnaissable. Mais après, l'identifier par rapport à sa signature, je trouve ça un peu étrange, mais c'est possible. Donc je reprends. Une fois cette question réglée, Sylvester entreprit de fouiller personnellement le prisonnier. Il trouvera d'abord des papiers au nom de Heinrich Hitzinger, sergent dans la Wehrmacht. Puis, dans la veste d'Himmler, il tomba sur une petite boîte qui contenait une minuscule ampoule de verre pleine d'un liquide translucide. Comprenant qu'il s'agissait d'une capsule de cyanure, Sylvester demanda à Himmler, de la façon la plus innocente qui soit, ce que renfermait l'ampoule. Son prisonnier lui répondit que c'était un médicament contre les maux d'estomac. Poursuivant sa fouille, l'officier britannique découvrit une seconde petite boîte vide. Il en conclut qu'Himmler devait dissimuler sur lui, peut-être déjà en lui, une autre capsule mortelle.
Le prisonnier fut alors soumis à une fouille pénible et minutieuse de ses orifices corporels, mais la cachette la plus évidente et la plus dangereuse, la bouche, fut sciemment ignorée. Au lieu de cela, Sylvester commanda du thé et des sandwichs au fromage qu'Himmler accepta de bonne grâce, sans pour autant retirer de sa bouche un quelconque objet suspect. Il refusa catégoriquement de passer l'uniforme britannique qu'on lui avait offert pour remplacer ses vêtements confisqués. Il redoutait d'être photographié et que les clichés ne servent à des fins de propagande. Il resta donc assis en sous-vêtements, une couverture sur les épaules, face au capitaine. Ses compagnons se présentèrent comme aide de camp du Reichsführer SS et membres de son état-major. Dans la soirée, un officier des services secrets, plus élevé en grade, les rejoignit et commença à interroger le prisonnier. Pendant ce temps, les Britanniques débattaient du moyen de récupérer sans dommage la capsule de poison qui, se doutait-il, se trouvait dans la bouche d'Himmler. On demanda à des médecins militaires s'il serait possible de le droguer pour lui faire perdre conscience. Mais cette solution fut rejetée comme étant trop risquée. Donc là, il y a divergence entre les deux rapports sur le fait de droguer ou non Himmler. Donc je reprends. L'interrogatoire ne prit fin que vers minuit. Himmler fut transféré au quartier général de la 2e armée britannique à Lunenburg, comme le constata Sylvester. Tout au long de son séjour au camp 31, Himmler s'était comporté avec empressement. Il s'était montré disposé à répondre aux questions des officiers britanniques, leur ayant même parfois laissé l'impression d'une certaine jovialité. S'il avait au début semblé souffrant, il s'était ensuite visiblement repris après avoir pu se restaurer et se laver. Bon, encore une fois, la personne joviale, c'est typiquement Himmler. Je reprends. Une fois à Lunenburg, Himmler fut soumis à une visite médicale complète. À cette occasion, le médecin, le capitaine Wells, aperçut dans la bouche que son patient n'avait accepté d'ouvrir que contraint et forcé la pointe bleue d'un objet. Il tenta donc de retirer le corps étranger. Aussitôt, Heinrich Himmler détourna violemment la tête, croqua la capsule et s'effondra. Un quart d'heure plus tard, les Britanniques, n'étant pas parvenus à lui faire cracher la substance toxique, abandonnaient tout espoir de sauver leur prisonnier. Un examen plus approfondi révéla qu'il avait effectivement absorbé une dose de cyanure. 3 jours après sa mort, Himmler fut mis en terre. N'étaient présentes qu'un officier et les 3 sergents britanniques qui avaient creusé la tombe. Il n'y eut pas de cérémonie religieuse. La sépulture resta anonyme. Pour information, il y a d'autres éléments qui disent que Heinrich Himmler était resté seul dans la pièce, qu'à ce moment-là, il a croqué sa capsule et qu'il est mort, et que l'officier, en revenant dans le bureau 5-10 minutes plus tard, l'a trouvé allongé et il était déjà trop tard. Et d'autres rapports, pour ce qui est de sa tombe, donnent exactement l'emplacement de sa tombe. Donc, c'est anonyme, mais les Britanniques savent très bien où est enterré Heinrich Himmler, en sachant que les enfants d'Heinrich Himmler diront que leur père a été assassiné et qu'il ne s'est pas suicidé. Donc peut-être qu'un jour des archives seront ouvertes et nous donnerons une autre version de l'histoire de la fin d'Heinrich Himmler. Donc, comme pour les autres dirigeants, je n'ai pas mis de photo de sa mort, je ne vois pas l'utilité, mais si vous êtes curieux, vous tapez dans votre barre de recherche « mort d'Heinrich Himmler » et vous trouverez un bon nombre de photos. Donc voilà, cette vidéo d'Heinrich Himmler touche à sa fin, en sachant que nous allons encore parler d'Heinrich Himmler dans la chronologie d'Hitler et dans le hors-série sur son bébé, la SS. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.